tous, bienvenue mesdames, messieurs. 100% Belin, le numéro du jour veut bien rester dans l'air du temps. Modification de la loi fondamentale, en tout cas, on y est. 3 assauts consécutifs contre la constitution béninoise de 90 sous le régime Talon. Si les 2 premiers, mesdames, messieurs, initiés sous la 7e législature ont échoué l'un après l'autre, le 3e, sous la très contestée 8e législature, aura prospéré. Comme une lettre à la poste, les 83 députés issus des 2 formations politiques proches du chef de l'État, les seuls d'ailleurs présentes à l'Assemblée nationale, ont fait passer à l'unanimité les amendements apportés à la loi fondamentale. Un toilettage intervenu au petit matin du 1er novembre 2019. Ça fera désormais date. Fin d'un processus démarré les 10, 11 et 12 octobre dernier sous le vocable dialogue politique avec des recommandations en vue de la discrimination politique. Une assise qui n'aurait, dit-on, jamais eu la même envergure sans le parti FCBE, qui soit qualifié d'aile rompée ou non. Modification de la constitution béninoise du 11 décembre 1990. Le parti FCBE, complice au bouc émissaire. Il s'agit là du thème en débat, vous vous en doutez, n'est-ce pas? Sur ce plateau, pour nous aider à mieux apprécier ce qui s'est joué très rapidement, Théophile Yarou, il n'est plus à présenter, le premier secrétaire exécutif national adjoint du parti FCBE. D'aucuns disent elle rompait. En tout cas, sous peu, les FCBE ne parleront que d'une seule et même voix. Avant de revenir sur cette question, pour ce qui nous réunit aujourd'hui, mesdames, messieurs, cette émission se fera en co-animation. Et sur ce plateau, en ma compagnie, qui, vous imaginez, je vous le présente tout à l'heure, mais avant, pour notre invité, Théophile Yarou, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. Merci. C'est un plaisir, un calendrier très chargé, sollicité de part et d'autre, mais vous êtes plié en 4 pour être là. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Et c'est une opportunité que vous nous offrez également. Et nous vous en remercions. Sachez-le, on est là pour tous, chers téléspectateurs, peu importe. Oui, je vous le disais, c'est une émission en co-animation et sur le plateau. Pour m'accompagner, Landry Salanon, déjà en place. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etondi, Théophile Yarou, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la FCBE El Rompoué. Bon, en tout cas, c'est ce que nous sommes bien obligés de dire pour le moment. Monsieur Théophile Yarou, dites-nous la Constitution enfin révisée. Qu'avez-vous à dire? Enfin, bravo. D'abord, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas d'El Rompoué, il n'y a pas eu elle, je ne sais pas quoi. FCBE, c'est FCBE, c'est un parti unique. C'est un parti qui est un et indivisible. Donc, je suis ici en tant que représentant du secrétaire exécutif national. Moi-même, en ma qualité de secrétaire exécutif national adjoint, je représente le parti FCBE. Donc, il n'y a pas d'aile au sein de FCBE. Bon, vous ne parlez pas de la même voix. On voit quand même 2 camps aujourd'hui. Théophile Yarou, est-ce que vous voulez nier un peu la réalité? Écoutez, dans toutes les grandes formations du monde, il y a toujours des crises. Nous avons qu'aujourd'hui, nous avons les médias, nous avons les réseaux sociaux, chacun l'utilise comme il veut, mais cela ne voudrait pas dire que nous avons au niveau du parti des ailes, nous avons une crise que nous gérons, que nous sommes en mesure de gérer, et je pense que d'ici à là, comme il a dit, nous ne parlerons que d'une seule voix, et d'ailleurs, nous sommes dans cette démarche-là. Alors, pour en revenir à votre question, je voudrais vous dire que nous avons été surpris, et d'ailleurs, nous avons tenu une conférence de presse à cet effet, pour désapprouver, disons, la décision unilatérale qui a été prise, et même précipitée qui a été prise, de réviser la Constitution. Tout simplement parce que nous avons participé à un dialogue politique au cours duquel il n'a jamais été question de la révision constitutionnelle. Et même au cours de ce dialogue, nous avons déjà exprimé notre désapprobation par rapport à une éventuelle révision de la Constitution, en affirmant tout de même que la Constitution ne pourrait être révisée que lorsque nous aurons un Parlement pluriel. Mais, à notre grande surprise, nous avons très tôt au matin, donc je crois de ce 1er novembre, appris que notre loi fondamentale a été révisée et nous avons fait une sortie médiatique pour dire notre position par rapport à cette révision de la Constitution. Théophile Yarou, que dites-vous à ceux-là qui disent être plutôt surpris, eux, par votre attitude? Quand vous dites être surpris par ce qui se passe, car disent-ils, il y a eu
que les FCBE ont clamé haut bière, tant bière l'amnistie pour leur patron. C'était la porte ouverte pour plus d'un à ce qu'on aille vers ce qu'on est en train d'être fait. D'ailleurs, le législateur, en tout cas, le pouvoir l'a dit, sans cette voie, c'était pas évident d'aller à l'amnistie. Non, c'est pas. D'abord, la solution de l'amnistie n'a pas été évoquée, n'a pas été retenue au dialogue. Quoi? Non, il n'a pas été dit au dialogue que c'est une loi d'amnistie qui serait votée. On a demandé au dialogue que des mesures soient prises en vue de libérer les prisonniers politiques, en vue de faire revenir les exilés politiques et en vue également d'organiser des élections générales anticipées. Et c'est à ce niveau seulement que nous avons précisé que l'organisation de ces élections générales anticipées devrait se tenir en 2020. Et si elle se tenait en 2020, eh bien, on aurait un Parlement pluriel à partir de 2020 qui pourrait maintenant examiner les projets du gouvernement. Ça peut être un projet de révision constitutionnelle, ça peut être n'importe quel projet. Donc c'est ce que nous avons dit. Alors, l'amnistie qui a été prise, ce n'est pas, disons, nous n'avons pas échangé, comme vous le dites, la prise d'une loi d'amnistie contre une révision constitutionnelle. Si c'est comme ça, cela voudrait dire que nous avons été complices de la révision de la Constitution. Donc, ça n'a pas été absolument pas le cas. Donc, je voudrais que cela soit clair. Notre participation à ce dialogue, nous l'avons faite au nom de la paix, au nom de l'intérêt général et au nom de l'intérêt national. Nous sommes des politiciens, notre pays est sous tension et aucun pays ne peut se développer dans une atmosphère tendue de crise permanente. Sur les mots et les paroles, elles sont très belles, comme on l'a entendu souvent de la bouche des politiques. Oui. Ça, c'est, en tout cas, tout le monde doit accorder un blanc à cela. Mais quand on va au-delà des propos, Théophile Yaro, ce qui s'est fait là, vous dites que c'est au nom de la paix que vous avez effectué cette démarche. Beaucoup pensent que jamais vous ne seriez pas à ce dialogue sans l'onction de Boni-Yayi. Alors, n'étiez-vous pas ces émissaires à cette rencontre? Non, et ça c'est catégorique. Nous n'avons pas été mandatés par le président Boni-Yayi. Le parti a pris la décision de participer à ce dialogue sans même prendre l'avis du président Boni-Yayi. Ça, je voudrais vous le dire, c'est clair, c'est net. Mais c'est en toute responsabilité que l'instance dirigeante du parti a pris cette décision de prendre part au dialogue, tout simplement parce que nous nous sommes dit, et notre président d'honneur est hors du pays, nous avons le seul parti qui a plus de 90% de prisonniers politiques, c'est le FCBE. Plus de 95%. Vous avez fait des sondages? Si, plus de 95% des exilés politiques sont membres du FCBE. Donc, à partir de ce moment-là, nous n'avons pas tous nos lieutenants sur le terrain. Comment voulez-vous que nous puissions faire un combat politique dans ces conditions où nous avons la plupart de nos soldats, de nos lieutenants, de nos généraux qui sont en dehors du pays? Vous êtes sérieux? Ou alors en prison. Non, dites. Paul Rompé, oui. Théophile Yaro, pour nous en arrêter là, ont suffisamment l'étoffe pour prendre des décisions sans consulter Boni-Yayi, sans se faire taper sur le doigt. Non, écoutez, nous sommes dans un parti politique. Un parti politique a des textes. Nous sommes régis par des textes. Nous ne sommes pas régis par un individu. Il faut faire la distinction. Sérieux? Écoutez, en tout cas, en ce qui me concerne, je fonctionne sur la base des textes qui régissent le parti. Si je suis dans le parti, c'est parce que j'adhère aux textes qui régissent le parti. Alors, vous confirmez par cela, évidemment, qu'il y a quand même deux ailes pour le moment. Peut-être on n'en fait pas, évidemment, un gros débat, Théophile Yaro, puisqu'il y a eu certains de vos collègues aussi qui avaient organisé une conférence de presse pour désapprouver un peu ce qu'il a dit. Alors, je voudrais revenir un peu sur la question de Joël Yetonji tout à l'heure. Vous avez dit que vous avez été surpris par la révision de la Constitution. C'est classique, on connaît souvent ces arguments que donnent les politiques. Dans votre conférence de presse, Théophile Yaro, vous avez quand même énuméré assez de points. On se dit quand même que ce n'est pas du jour au lendemain que vous avez rédigé tout cela. Vos observations étaient préalables. Pourquoi n'avoir pas agi avant? Est-ce que ce n'était pas un réveil tardif, je vous aurais dit? Écoutez, je vais vous dire. Ouais. Nous avons, dès que nous avons déjà eu quelques brimes d'informations sur les préconisations du comité technique d'experts, nous avons commencé déjà à nous inquiéter. Donc, ce n'est pas que nous avons rédigé un discours à la hâte, non. Nous avons commencé par dire, si ce qui transparaît,
ce qui est publié dans les réseaux sociaux, si cela advenait à être vérifié dans le rapport des experts, il faut immédiatement que nous puissions réagir. Donc, nous avons anticipé déjà. Ensuite, quand le rapport nous a été envoyé, moi j'ai été contacté par certains de vos confrères pour me dire, bon écoutez, nous sommes en train d'apprendre qu'il y aura une révision de la Constitution, etc., etc. Je leur ai dit, écoutez, je n'ai pas encore reçu le rapport du comité technique d'experts. Il nous faut d'abord recevoir ce rapport, le lire, l'examiner et réagir ensuite. Et dès que nous l'avons eu, nous avons rédigé un discours pour dire notre position par rapport à cette révision. Nous avons dit que, nous ne nous reconnaissons pas par rapport à cette révision de la Constitution. 2, la manière dont elle a été introduite, en tout cas décidée de façon précipitée, nous désapprouvons cela. Donc, à partir de ce moment, nous avons décliné toute responsabilité par rapport à ce qui allait advenir, sans même savoir déjà ce qui est tous les points de révision de la Constitution. Mais nous nous sommes basés simplement sur les points de consensus qui ont été obtenus lors du dialogue politique. Mais vous-même, vous avez dû constater qu'il y a des points qui sont allés au-delà même des points qui ont été discutés lors du dialogue, au-delà des points qui sont mentionnés dans le rapport des experts techniques. Donc, voilà, donc c'est comme ça. Alors aujourd'hui, la modification est intervenue avec des innovations, comme voilà. On le dit. Vous disposez aujourd'hui de votre quitus fiscal, au-delà du tout. Notre récipicier. Ouais. Votre récipicier, ouais. Le FCBE bien constitué. Dites-nous, sans trop regarder ceux-là qui pourraient se gratter la tête, honnêtement, Théophile Yarou, vous frottez les mains par rapport à quel point? Est-ce qu'il n'y a pas eu plus de peur que de mal avec le travail qui a été fait? Non, écoutez, nous avons un problème par rapport, j'ai dit, à la manière, et surtout par rapport à la 8e législature. Manière, 8e législature. D'abord la manière. La manière, nous avons dit, mais pour réviser la Constitution, il faut une concertation. On aurait pu introduire dans les points inscrits à l'ordre du jour du dialogue, on aurait pu introduire la révision de la Constitution de façon claire. On allait en discuter. D'accord? Mais ensuite, lors du dialogue, pour avoir demandé et convenu avec les autres participants qu'il soit organisé des élections générales anticipées en 2020 ou en 2021, cela voudrait dire que nous remettons en cause la légitimité de la mandature qui est en cours en ce moment. Alors, donc c'est là c'est-à-dire le problème que nous avons avec cette révision se situe d'abord à ce niveau, c'est-à-dire ceux qui ont procédé à cette révision, leur légitimité est contestée. Nous contestons cela et nous continuerons de contester. Maintenant, sur le fond, c'est un autre débat. Oui. On veut bien y aller, voilà. Théophile Yarou, avec tout votre parcours, voulez-vous nous dire que vous avez été floué? Est-ce que vous n'avez pas anticipé déjà, quand le dialogue a été convoqué, les conditions dans lesquelles vous avez été associé? Est-ce que vous ne vous y attendez pas? Voulez-vous dire que vous avez été floué, Théophile Yarou? Vous voyez, nous avons été réalistes. Ouais. Nous n'avons pas été floués, nous avons été réalistes. À quel niveau? Écoutez, ce n'est pas notre participation à ce dialogue qui va changer la manière de gouverner de ce régime. Ce n'est pas notre participation. Tous les Béninois le savent déjà. Et pourtant, on estime que vous avez donné caution, vous l'avez encouragé à pouvoir aller à la révision. Nous n'avons donné aucune caution à la révision, nous avons donné une caution pour la paix dans notre pays. Et ça, s'il fallait reprendre, nous allons reprendre cela. Nous avons donné une caution pour la paix. Et c'est pour ça, dans notre discours, la déclaration, nous avons dit, nous donnons la chance au pouvoir de pouvoir ramener la paix dans notre pays. C'est au nom de cela que nous sommes venus. À eux de l'utiliser, de l'exploiter à leur guise, à leur manière, mais nous sommes venus pour ça. Et pour ça, nous avons demandé que soient libérés les prisonniers, que les abandons, que les poursuites contre Iboni Yahi soient abandonnées, que les poursuites contre certains acteurs, leaders politiques soient abandonnés, que les exilés reviennent au pays. Puis ensuite, enfin, que nous puissions reprendre les élections, que les élections législatives soient reprises en 2020 ou en 2021 pour permettre vraiment d'apaiser
le climat politique dans notre pays. Alors avec le résultat qu'on a actuellement, qu'est-ce que vous dites? Nous avons exprimé notre déception par rapport à la révision de la Constitution, ce qui voudrait dire que pour avoir reporté l'organisation des élections générales anticipées en 2026, nous ne nous reconnaissons pas par rapport à cette décision, à cette modification. Si par exemple, je vous le dis, je ne vous le cache pas, je ne suis pas hypocrite, si cette révision conduisait à organiser les élections générales en 2020 ou en 2021, en quoi est-ce qu'aujourd'hui ça générait le Béninois que les élections législatives soient reprises en 2020 ou en 2021? On aurait approuvé. Même ceux qui contestent aujourd'hui auraient approuvé cela. Ils auraient même oublié que c'est une législature qui est illégitime. Et c'est ce que nous avions demandé. C'est ce que nous avons demandé. C'est le fait de laisser la mandature actuellement en cours aller à terme qui pose problème, c'est cela? Ça nous pose problème, puisque nous disons que ce n'est pas légitime. Mais il faut reconnaître techniquement que même si, par exemple, la législature actuelle devrait prendre la décision de faire organiser les élections générales anticipées en 2020 ou en 2021, il faut quelqu'un pour prendre la décision. Par rapport à notre droit positif aujourd'hui, le chef de l'État n'a aucun pouvoir pour dissoudre le Parlement. Il faut donc une décision collective de démission de ce Parlement pour en venir à ce résultat. Vous pensez là au dialogue encore élargi? C'était possible? Écoutez, pour nous, en allant là-bas, nous avons demandé à ces députés de le faire. Sauf qu'ils n'ont pas eu le courage de le faire. Alors, donc, mais ils auraient pu se rattraper en disant, bon, écoutez, nous sommes en tout cas contestés par une partie, en tout cas par le peuple béninois. Par conséquent, faisons en sorte que le mandat soit écourté, que ensuite les points qu'ils ont pu toucher dans la révision de la Constitution, ils puissent les faire passer. Encore que sur ces points, nous avons notre avis sur certains de ces points. Alors, pour la paix, vous avez effectué le déplacement des 10, 11 et 12. Aujourd'hui, à l'arrivée, est-ce que vous dites, eh bien, le Bénin, en dépit de tout, est sur la bonne voie pour la paix durable? Non, je dirais tout simplement que, et là je me suis adressé globalement au chef au gouvernement, là je voudrais m'adresser directement au chef de l'État. Il a beaucoup à faire pour ramener la paix dans notre pays. C'est encore tout à fait. C'est-à-dire, tant que, au Bénin, on a souvent l'habitude de dire, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Pour moi, je dis, le chef de l'État a encore beaucoup à faire pour ramener la paix dans notre pays. Ça y va de son intérêt, de l'intérêt de notre pays, et je pense que si ce qui est fait, c'est pour concourir à la paix, eh bien, ce serait très bien. Mais si ce qui est fait n'est pas fait pour brimer, pour continuer peut-être d'opprimer une partie du peuple, eh bien, on n'aura pas la paix tant que des frustrations seront ressenties par une partie du peuple. Avant la question de la révision de la Constitution, le gouvernement estime qu'en prenant une loi d'amnistie, c'est quand même déjà un grand pas, c'est-à-dire les personnes concernées par les faits qui ont donc rapport aux événements des législatives seront donc mises en liberté, abandon des poursuites, dont le président d'honneur aurait donc bénéficié. Quel est votre avis sur cette loi d'amnistie? Non, nous avons apprécié cela. Nous avons apprécié cela, même si on dit, bon, on aurait pu faire prendre cette décision par le gouvernement directement, mais ce qui nous importe, et ça, au cours de notre conférence, nous avons salué le fait d'avoir pris cette loi d'amnistie, mais il fallait vraiment faire des choses au cas par cas, de manière à ce que plus jamais de pareilles situations ne puissent se reproduire dans notre pays. Mais c'est déjà un pas, et nous l'avons reconnu dans notre conférence de presse. Je confirme ça encore pour dire c'est déjà une très bonne chose, parce que n'oubliez pas que lorsque aussi, dans ma langue, on dit souvent, lorsque vous tirez sur une branche d'épine, et évidemment, la branche d'épine va entraîner les herbes, et les herbes vont faire soulever la poussière. Donc, ce qui voudrait dire que, quelque part, à vouloir peut-être traiter les choses au cas par cas, ça pourrait amener à une complication de la situation. Ce qui nous importait et ce qui nous gênait dans tout ça, c'est de voir tous les jours, presque à chaque quinzaine de jours,
eh bien, qu'on amène une convocation au domicile du président Boniaï pour dire qu'il est convoqué pour répondre à une convocation au tribunal. Ça nous gêne. Ça, ce n'est pas une bonne chose pour nous. Et nous avons dit évidemment qu'il faut abandonner cela, qu'il faut arrêter de lui envoyer des convocations à domicile. Et si une mesure permet de régler cela, nous n'avons qu'à l'approuver. Et nous l'avons approuvé au cours de notre conférence de presse. Avant peut-être d'aller dans le fond au niveau des questions, du contenu des points abordés au niveau de la révision de la Constitution, Tefu Yaro, le gouvernement et puis l'Assemblée nationale ont-ils fait preuve de mauvaise foi en révisant de cette manière, en procédant à la révision de la Constitution? Non, moi je pense que c'est l'Assemblée nationale qui n'a pas joué sa partition. Il aurait dû faire quoi? C'était un projet de loi quand même. Mais un projet de loi, c'est une proposition de loi. Bon, un projet de loi pour... Non, c'est une proposition de loi. C'est l'Assemblée nationale. Moi, je pense que c'est l'Assemblée nationale. Et ça, je me rappelle encore du discours du président actuel de l'Assemblée nationale qui disait que cette mandature devrait tout faire pour se crédibiliser, pour, etc., contrôler l'action du gouvernement, montrer que ce n'est pas une caisse de résonance. Mais là, je ne sais pas, c'est l'Assemblée qui a pris sur elle l'initiative d'introduire une révision de la Constitution. Et en plus, elle prend cette initiative juste à la veille du dialogue politique. Je pense que c'est l'Assemblée qui n'a pas joué. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire, l'Assemblée? L'Assemblée aurait pu, parce que nous ne l'avons pas caché au dialogue, que cette mandature était une mandature vraiment à mettre très rapidement en parenthèse pour pouvoir ramener la paix dans notre pays. Donc leur légitimité était mise en cause. Elle aurait pu d'abord prendre des lois pour apaiser, c'est-à-dire pour appliquer les mesures d'apaisement durant un certain moment, ramener la paix totalement dans le pays avant de revenir sur un éventuel projet de révision constitutionnelle. Donc ce qui n'a pas été fait. On a même pensé qu'ils attendaient cette occasion-là pour sortir le projet. Mais est-ce que ce n'est pas être aussi naïf que de penser qu'ils feront ce que vous venez de dire là? Eux, qui, au-delà de tout, se retrouvent à l'Assemblée pour le mandat que vous connaissez avec les avantages qui vont avec, et à qui on donne l'occasion, et puis ils se disent, maintenant, au nom de la patrie, écoutons nos mandats d'abord. Vous voyez les politiques béninois faire ça? Merci beaucoup. Mais vous avez dit au nom de la patrie. Oui. Donc, si des gens, des Béninois, ne peuvent pas agir au nom de la patrie, ça pose vraiment un problème. Ça me pose vraiment un problème, parce que c'est véritablement au nom de la patrie qu'ils devraient le faire. Mais s'ils se sont plutôt intéressés à un mandat qui ne va durer que 4 ans, mais ça pose un problème. La nation est éternelle. Il y a Landry qui disait tout à l'heure, on va entrer là dans le vif du sujet. Voilà. Il y a un certain nombre de points. Vous avez commencé par la question d'amnistie que vous avez appréciée tout à l'heure. S'il y a un point que vous devez saluer en dehors de ce point, c'est lequel? Par rapport à la question de la révision, oui, les points qui ont été... je suis sur mes questions de principe. Ouais. Le Parlement, ce Parlement, pour nous, n'est pas habilité à réviser la Constitution. Ouais. Maintenant, je voudrais apprécier globalement ce que j'ai lu dans les réseaux sociaux, et puis, puisque je n'ai pas encore le texte lui-même en entier, je constate qu'il y a eu une évolution entre le premier projet de révision de la Constitution et ce qui a été fait. À quel niveau? N'oubliez pas que nous, au niveau du parti FCBE, nous avions rejeté le projet de révision constitutionnelle pour 3 raisons. Tout à fait. La première raison, c'était l'instauration du mandat unique. On est d'accord? La deuxième raison, c'est que dans ce projet-là, il était dit que ce projet devait être appliqué au mandat actuel du président Talon. Donc, nous, on voyait en cela une manière de proroger son mandat. La troisième raison, et puis ça, nous l'avons tiré disons, des interventions donc des membres des blocs qui soutiennent l'action du gouvernement, qui nous ont prédit ici que le président Talon ferait 12 ans au pouvoir et que c'est déjà décidé. On a dit, mais écoutez, nous n'allons pas permettre à un chef d'État de réviser la Constitution de façon opportuniste pour se maintenir au pouvoir pendant 12 ans. Donc, et les 12 ans, c'était en dehors des 7 ans qu'il ferait, c'est-à-dire avec la prorogation du mandat actuel. Ça lui ferait alors 19 ans de pouvoir dans ce pays. Donc, nous avons dit, si celui-là qui a dit ça, qui est reconnu comme étant très proche du président de la République, cela voudrait dire qu'il y a quelque chose qui se cuisinait
et sur le dos donc du peuple béninois. Donc nous avons dit, pas question, qu'un chef d'État puisse réviser la Constitution pour se maintenir au pouvoir. 2, pas question d'introduire un mandat unique dans notre dispositif constitutionnel. Et 3, pas question que le président Talon puisse s'appliquer lui-même déjà cette révision-là. Donc, c'est pour ça que nous avions rejeté, principalement. Il y a d'autres raisons, mais les raisons principales sont celles-là. Aujourd'hui, je fais la comparaison. 1, le mandat unique n'est pas revenu. 2, on a dit que les 2 mandats, c'est-à-dire un mandat renouvelable une seule fois, est maintenu. Et puis 3, et cela ne s'applique qu'à partir de 2021. C'est-à-dire la révision qui est opérée ne commence qu'à partir de 2021. Ce qui voudrait dire que ça ne s'applique pas au mandat qui est en cours. La loi dispose pour l'avenir. La loi dispose pour l'avenir. Mais la loi pouvait aussi faire des aménagements pour se faire appliquer dans l'immédiat. Donc vous trouvez que c'est une avancée? Je pense que du point de vue du débat politique, c'est une avancée. Alors, donc, ça, nous sommes d'accord. Autre point? Autre point, nous avons constaté malheureusement que dans ce qui a été fait... Vous dites malheureusement, avant le malheureusement. On reste dans le registre de la présidentielle, puisque vous en parlez. Et désormais, quand vous faites 2 mandats, juste après, peu importe votre âge, votre rêve pour le Bénin, vous ne pouvez plus vous présenter. Qu'est-ce que vous en dites? C'est aussi l'une des innovations. Moi, je pense que c'est une... C'est une tautologie. C'était en fait dans l'esprit du constituant en 1990, c'était cela. C'est-à-dire le bout de phrase de sa vie qui a été ajouté à l'article 42. De sa vie, c'est-à-dire que dans l'esprit du constituant béninois en 1990, c'était cela. C'était que, en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. C'était ça. En France, c'est dit plus de 2 mandats consécutifs, ce qui voudrait dire que vous pouvez revenir après avoir peut-être eu une intermède de... Voilà. Mais dans l'esprit du constituant béninois, c'était cela. Mais alors aujourd'hui que cette précision soit donnée, est-ce que c'est parce que le pouvoir aurait constaté qu'il y a des velléités d'hommes politiques à peut-être revenir par tous les moyens au pouvoir? Pour moi, c'était pas utile. C'était pas très utile, mais si cela permet peut-être de régler ou de laver complètement, de placer dans l'esprit du Béninois que c'est ce que le constituant béninois voulait dire en 1990, c'est tant mieux. Certains analystes ont estimé que c'est à cause de votre président d'honneur, le président Boni Yaye, que ce bout de phrase a été ajouté pour éviter... le président Boni Yaye a toujours dit qu'il n'est plus candidat à rien du tout. Il n'est plus candidat à rien du tout. Donc, qu'on dise que c'est à cause de lui, moi je n'en sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il m'a toujours dit, il nous a toujours dit, je ne suis plus candidat à rien du tout. Donc, je ne crois pas que ce soit à cause de lui. On dit que ces sorties répétées et autres débâches visaient quand même une certaine volonté non dévoilée de pouvoir revenir. Je ne crois pas. Peut-être que ces sorties répétées, peut-être c'était pour renforcer son parti, pour que son parti prenne le leadership de l'opposition. Je ne crois pas que ces ambitions puissent aller au-delà de cela. On préparait déjà quelqu'un pour l'association de Boni Yaye, puisque vous avez des ambitions quand même de reconquérir le pouvoir. Il y en avait? Tout à fait. Le parti a les ambitions de reconquérir le pouvoir. Toujours? Évidemment. Et il y a un leader dans l'ombre de Boni Yaye? Écoutez, nous avons un mécanisme qui permettra donc de choisir celui qui sera le candidat en 2021. Dans cet imbroglio fait de crise et de tensions politiques, et on n'a pas toute la stabilité possible, toute la quiétude pour penser déjà à désigner un candidat, puisqu'on ne savait même pas quelles sont les conditions que le gouvernement allait imposer pour présenter un candidat. Vous voyez maintenant qu'on a introduit, maintenant la question du parrainage. La question du parrainage. Voilà. Et justement, peut-être nous restons sur ce sujet, mais avant, parlons des élections générales qui veulent donc être organisées dans la nouvelle proposition qui a été quand même faite. On parle désormais d'élections générales à partir de 2026. Alignement des mandats. Désormais, le mandat des députés passe à 5 ans. Évidemment, quel est un peu votre appréciation avec des élections couplées, c'est-à-dire les législatives et les communales qui auront lieu
Théophile Yahou, votre regard sur ces aspects qui, dit-on, ont été abordés au niveau du dialogue politique. Alors, la question du parrainage Ouais. a été abordée au niveau du dialogue politique. Ouais. Le principe du parrainage a été obtenu. Sauf que nous avons dit cela venait en remplacement de la caution qui était exorbitante. Le parrainage. Le parrainage. Il fallait donc remplacer le cautionnement par le parrainage. Bon, je sais qu'il y avait une partie qui pensait qu'il fallait maintenir les deux, mais faire en sorte que le parrainage puisse induire plutôt à une diminution, une réduction substantielle du montant de la caution. Pour l'instant, peut-être qu'il y aura une loi qui va préciser tout cela, mais nous ne savons pas quelles sont les modalités vraiment de ce parrainage et quels sont ses impacts sur le montant de la caution. Sur l'idée en elle-même, aucun problème. L'idée en elle-même a été discutée et a fait objet du consensus. Maintenant, les modalités, c'est que, il fallait limiter cela aux conseillers communaux, parce que nous, on n'a pas de députés aujourd'hui. C'est eux qui ont des députés. 2, il fallait faire en sorte que ça remplace le montant de la caution. Et je pense que ces projets ont été également des projets de notre gouvernement aussi. Vous n'oubliez pas que le gouvernement Boniaï avait voulu également réviser la Constitution. Donc, ces innovations-là étaient aussi dans ce projet de révision de la Constitution. Mais aujourd'hui, nous attendons de voir quelles seront les modalités. Mais parlons des conseillers communaux. Au moment du débat, qu'est-ce qui a été retenu? Vous avez retenu 5 à 10 conseillers à même de pouvoir le faire, ou un seul suffira? Les modalités n'ont pas été arrêtées. En débat, non? En débat, non. Nous avions même dit qu'il fallait faire un séminaire qui permette de fixer ces modalités. En même temps, un séminaire pour fixer, disons, la charte le statut de l'opposition, et tout ça. Mais malheureusement, nous avons vu que les choses sont allées très vite et il y a eu des propositions qui ont été envoyées au Parlement. Donc, c'est pour vous dire que, je résume, le parrainage pour nous, le parti FCBE n'a pas de problème par rapport au parrainage si les jeux sont clairs, transparents. Nous sommes sûrs, et vous êtes sûrs avec moi, aujourd'hui, qu'aucun parti politique au Bénin ne peut faire mieux en termes de score aux élections plus que le parti FCBE. Non, vous dites qu'on est sûr avec vous. On ne dispose pas de baromètre. Écoutez, vous le savez bien. Oui. Vos derniers résultats remontent à 2015 quand même. Oui, tout à fait. Voilà, il y a eu 2 élections qui sont intervenues après. Oui. Non, allez-y. Oui. Alors, donc vous avez dit Alors, que répondez-vous à ceux qui estiment quand même que le parrainage serait un autre moyen d'exclusion? On vous a senti très à l'aise, en tout cas très confiant sur le principe. Nous l'avons accepté. Est-ce que demain, Théophile Yahou ne nous viendra pas nous dire encore ils étaient de mauvaise foi, on a été surpris par rapport à... Puisque vous avez dit tout à l'heure, si les règles étaient tellement claires. Je dis, encore une fois, je ne viens pas ici pour certifier de la bonne foi du gouvernement. Je ne suis pas dans le gouvernement, n'est-ce pas? Mais si le gouvernement veut travailler pour apaiser le peuple béninois, ils ont intérêt à faire en sorte que, de plus en plus, la ruse puisse vraiment disparaître, que la bonne foi puisse prendre le pas sur la ruse, sur ces genres de surprises. Il y a parfois de bonnes choses qui sont en train de proposer, mais la manière de le proposer, en le proposant de façon unilatérale, en méprisant les autres, c'est ça qui pose le problème. Alors, on en était à évoquer des points qui, pour vous, méritent quand même beaucoup plus d'attention. Vous n'avez pas fini de les égrener. Il ne nous reste que quelques minutes. Si vous devez évoquer un autre point. Écoutez, je voulais évoquer, les points qui ne m'ont pas intéressé. Allez-y. Donc, c'est cette question de la ratification des accords de prêt. L'article 145 nouveaux. Encore une fois, si c'était discuté au sein de la classe politique, nous leur aurions fait d'autres propositions. En tout cas, nous, l'opposition est là pour critiquer, mais également pour faire des propositions. Laquelle, par exemple? La solution qui a été trouvée, qui consiste à dire que c'est le gouvernement qui va ratifier systématiquement les accords de prêt, ce n'est pas la bonne solution.
Ce n'est pas la bonne solution. Dans la mesure où, d'abord, quel est le problème? Le problème, c'est que nous avons effectivement, si vous avez été à l'exécutif et que vous avez même travaillé au ministère des Finances, vous sauriez que beaucoup d'accords de prêt sont annulés ou rappelés, faute de ratification. Ou pas vraiment notre incapacité à consommer les crédits. Ça, c'est des faits. On le sait, nous le savons. Donc, le problème se pose. Mais la solution, ce n'était pas de dire, évidemment, et nous allons ratifier, après on vous rend compte. Ça pose un autre problème? Ça pose un problème, même. Lequel? La Constitution du Bénin reconnaît au Parlement, c'est-à-dire c'est le Parlement qui est la représentation du peuple. Et un accord de prêt est contracté au nom du peuple. Donc, il n'y a que les représentants du peuple pour donner son accord au gouvernement. Vous comprenez? Donc, c'est le problème que cela pose. On aurait pu, par exemple, dire, bon, dans leur projet de modification, on dit, bon, on donne un délai au Parlement pour ratifier. Passé ce délai, eh bien, l'accord est censé avoir été ratifié par le Parlement. On dirait encore que c'est une injonction à une institution. Non, ce n'est pas une institution, ça va être une mesure qui est dans nos lois, dans la Constitution. Alors, comme c'est le cas maintenant. Autre point? Comme c'est le cas maintenant. Alors, je ne sais plus. Oui, les élections générales, on parlait des élections générales en 2026, oui, qui auront désormais les élections couplées, notamment les législatives et puis les communales. Alors, ça a été également un projet de révision pour le gouvernement passé, parce que nous avons voulu économiser. Tout le monde était d'accord que les élections coûtent trop cher au Bénin. Ouais. Le Bénin fait moins de, je ne sais même pas, 1% du territoire du Niger, mais nous dépensons plus en matière d'élection. Ça, c'est clair, c'est net. Tout le monde le sait, que tu sois de la mouvance ou de l'opposition. Il fallait donc trouver une solution, et nous avons proposé que soient couplées les élections législatives avec les élections communales et les locales. Mais au cours du dialogue, il a été dit que ce serait un peu trop que de coupler les 3 élections en même temps, mais qu'il fallait coupler les élections législatives avec les élections communales, puis déconcentrer l'organisation des élections locales, et quelques mois après, 6 ou en tout cas, enfin 1 an, nous on avait dit 1 an après, organiser les élections présidentielles. Ce qui voudrait dire quoi? Je prends un exemple concret. On organise les élections générales en 2020. Pour nous, élections générales, c'est-à-dire se distingue de l'alignement des mandats. Bon, alors, mais en même temps, on était d'accord aussi que le mandat des députés soit porté à 5 ans. N'oubliez pas aussi que nous avions cela comme projet de révision constitutionnelle. La Cour constitutionnelle avait cassé cela à l'époque. Donc, si on mettait le mandat des députés à 5 ans, le mandat des élus communaux à 5 ans, on les organise en 2020. On organise également les élections locales 2 mois ou 3 mois après les élections couplées. Et on a donc élections législatives communales en 2020, élections locales en 2020, puis les élections présidentielles en 2021. D'accord? Donc pour nous, oui, ça permet, disons, à la majorité parlementaire de travailler pour peut-être soutenir un président qui va être élu. Et celui-là aura quand même, disons, une majorité confortable au Parlement pour diriger le pays. En même temps également, il peut perdre cette majorité-là, si c'est fait comme ça. Mais lorsque c'est organisé la même année, avec un délai très court, le risque est que nous avons la même majorité, aussi bien au niveau communal, au niveau parlementaire et au niveau présidentiel. Est-ce qu'on réglait le problème, Théophile Yaro, oui, quand on parle d'élections dans la même année, le coût, vous allez dépenser les mêmes choses plusieurs fois pour payer peut-être les agents. Est-ce qu'on règle? Est-ce que c'est efficace, c'est efficient, j'allais dire? Il y a les équipements qui coûtent plus cher. Ouais. Vous comprenez? Il y a les équipements, les matériels sensibles qui coûtent plus cher, qui peuvent se dégrader d'une année à l'autre. Mais si vous les utilisez la même année, si vous avez la chance de les utiliser la même année, eh bien, vous pouvez faire des économies d'échelle. Vous pouvez faire des économies d'échelle. Donc, et si vous faites la simulation, moi, j'ai essayé de faire
Et nous nous sommes rendus effectivement que ça permet de réduire sensiblement les dépenses liées aux élections. Maintenant, ce que nous avons craint, peut-être que lorsque vous êtes au pouvoir, ça vous tente d'avoir une harmonie entre les majorités au niveau local, au niveau parlementaire et au niveau présidentiel. Ça vous permet, écoutez, de mettre en œuvre facilement votre programme d'action du gouvernement, etc. Mais du point de vue de la gouvernance, du point de vue du contrôle de la gestion du gouvernement, ça peut poser un problème. Voilà. Vous savez, à cette étape, il faut penser à l'étape secondaire. Les députés ont joué leur partition. Vous avez encore quelques craintes. Pour la suite de la procédure, qu'auriez-vous souhaité avec les points qui vous semblent à parfaire? Peut-être avant de répondre à ça, réagir rapidement sur la question de la vice-présidence. C'était le dernier aspect visiblement qui... Non, la vice-présidence, c'est une conséquence de l'alignement des mandats. C'est-à-dire que si vous voulez... Vous n'avez pas d'objection sur ça. Attends, ce n'est pas notre proposition. Je ne suis pas venu ici pour défendre cela. C'est-à-dire que si vous optez pour l'organisation des élections la même année et que vous voulez maintenir le cycle, vous êtes obligé de penser à la vice-présidence. Ça là, c'est clair. Je vous explique. Au Parlement, le député a un suppléant. S'il mourait, c'est le suppléant qui prend le relais, qui termine le mandat. Il ne recommence pas le mandat. Si votre titulaire meurt à 2 mois de la fin du mandat, vous faites 2 mois au Parlement, vous sortez. En revanche, quand le président de la République meurt après 2 ou 3 ans d'exercice, dans les dispositions actuelles de notre Constitution, c'est que le président du Parlement organise les élections présidentielles dans un délai de 45 jours, ce qui est même déjà contraire au délai de 90 jours pour appeler le corps électoral. C'est déjà un problème que nous avions. Mais celui-là recommence un nouveau mandat. Vous voyez? Donc ça va faire décaler l'organisation en une année, la même année, de l'ensemble des élections. En tout cas, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Landré Salahn, vous permettez qu'il réponde à la question. La suite de la procédure, qu'est-ce que le parti FCBE aurait bien souhaité? Écoutez, nous sommes toujours, disons, droits sur nos bottes. Nous ne sommes pas pour avaliser, pour donner notre caution à tout ce que ce Parlement a fait, parce que pour nous, c'est un Parlement qui est illégitime. Nous allons contester cela. Vous allez? Tout à fait. En dépit de la loi d'amnistie que vous acceptez. Mais la loi d'amnistie, ce n'est pas une fin en soi. La loi d'amnistie, c'est pour calmer. Pour calmer, pour faire sortir, pour que nos militants retrouvent leur famille. N'est-ce pas? Mais le combat politique, ça continue. Alors, vous allez contester comment? Écoutez, nous allons faire des déclarations de contestation. Nous allons continuer dans les débats politiques à dire ce qui est en train d'être fait, où ce Parlement est toujours illégitime, ce qui est en train d'être fait ne nous engage pas, tout simplement. Mais c'est au pouvoir et au Parlement d'en assumer toute la responsabilité. Le chef de l'État et la Cour constitutionnelle auront un grand rôle à jouer dans les tout prochains jours. Vous auriez une adresse pour eux éventuellement? Non, je n'ai pas d'adresse pour le chef de l'État ou ni pour la Cour constitutionnelle. Si le parti FCBE décide de saisir la Cour constitutionnelle, nous allons saisir la Cour constitutionnelle pour nous faire entendre. Et nous espérons que, toujours dans la recherche de l'harmonie et de la paix dans notre pays, que les différentes institutions vont jouer pleinement leur rôle, sans parti pris, et que nos recours vont prospérer au niveau de la Cour constitutionnelle. En tant que maillon essentiel des FCBE, vous auriez conseillé quelque chose dans ce sens? Non, comme je vous ai dit, chez nous... Même sur l'article 145, vous avez dit tout à l'heure que le chef d'État ratifie et après informe, ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que vous attendez quelque chose particulièrement de la Cour constitutionnelle, par exemple, sur cette disposition? Absolument. Nous attendons que la Cour constitutionnelle puisse vraiment sanctionner les décisions, en tout cas les mesures qui sont anticonstitutionnelles. Ce ne serait pas bien si la Cour constate que certaines dispositions sont contraires à la Constitution, puisse continuer de soutenir cela. Moi, je pense que c'est tout à fait normal. Vous êtes complètement parti, Landré Salahn. Oui, on va demander au ministre... Voilà, de nous dire, voilà, après tout cela, voilà, son mot de fin. Voilà. Mon mot de fin, c'est d'abord de vous remercier de nous avoir donné cette occasion.
Mais ensuite aussi à l'adresse des militants de mon parti, je voudrais appeler au calme, surtout au calme et à la sérénité. Je voudrais dire que les guerres à l'intérieur de même parti politique ne se mènent pas à la place publique. Nous avons adopté une posture qui nous prédispose à la paix, tout simplement parce que nous pensons que c'est la force la plus importante aujourd'hui pour sortir le pays de la situation actuelle. Et donc, nous leur demandons tout simplement de nous faire confiance. Merci, voilà. Nous vous ferons confiance, Théophile Yarou. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Merci aussi pour la complicité. Landry Salano. Merci, Joël Tanguy. Un plaisir partagé. Alors, on se retrouvera très bientôt avec d'autres formations politiques. Chacun a son mot à dire parce que c'est l'avenir de toute une nation, vous en doutez, mesdames, messieurs, qui est concernée. 100% Bénin pour le numéro du jour. On va s'en arrêter là, tout en se souhaitant de très bons moments en notre compagnie. Cette citation de l'écrivain et critique littéraire français Victor Cherbulier, avant de vous fausser compagnie. Les souffrances prolongées finissent quelquefois par produire des crimes. Plus d'écoute, on peut toujours amoindrir la douleur. Prenez soin de vous et bonne méditation chez vous. À très bientôt.